Jung-Honk. 1. Faisant des films. Et il avait vraiment beaucoup d'énergie. Et je suppose qu'il y a l'autre Stevie Wonder. Pas celui qui était ici ce soir. Mais Michael J. Fox a failli mourir sur un plateau de tournage et personne ne parle. Pendant le tournage de Retour vers le futur 3, une scène de pendaison a mal tourné lorsque la corde a coupé la circulation sanguine vers son cerveau. Il est resté inconscient pendant plusieurs secondes avant que le réalisateur ne réalise ce qui s'était passé. Mais cette rencontre avec la mort n'était rien comparé à la bataille secrète qu'il menait déjà. À ce moment-là, il travaillait 18 heures par jour, tout cachant un diagnostic dévastateur à tout le monde. La pression a failli le tuer de plus d'une façon. La vérité sur ces années allait tout changer. Michael Andrew Fox est né le 9 juin 1961 à Edmonton, Alberta. Son père était un militaire de carrière dans le Corps royal canadien des transmissions et sa mère travaillait comme employée à la paix et avait un amour discret pour le théâtre. Son enfance a été marquée à la fois par l'ordre strict de la vie militaire et par l'étincelle de créativité de sa mère. Grandir, tant qu'enfant de militaire, signifiait un mouvement constant. Raison des 25 ans de carrière de son père, la famille a déménagé à plusieurs reprises, vivant dans des endroits comme North Bay et Chilliwack. Au moment où Michael était préadolescent, il avait déjà vécu dans 5 villes différentes. Être toujours le nouveau lui a appris à s'adapter rapidement, à lire les situations rapidement et à utiliser l'humour pour se faire des amis. Ce n'était pas une vie facile, mais elle a façonné l'esprit vif pour lequel il est devenu célèbre plus tard. Lorsque son père a pris sa retraite 1971, la famille s'est finalement installée à Burnaby, Colombie-Britannique. Pour la première fois, Michael avait un foyer stable, juste au moment où il entrait dans les années qui allaient le définir. Comme beaucoup de garçons canadiens, Michael a d'abord rêvé de jouer au hockey sur glace professionnel. Il a consacré toute son énergie à ce sport. Inspiré par des stars comme Bobby, il était rapide et déterminé, donnant tout au jeu. Mais alors que ses coéquipiers grandissaient et devenaient plus Michael est resté petit. Il a finalement cessé de grandir à seulement 1,62 m, une taille qui rendait presque impossible la compétition à un niveau professionnel. Ce fut un coup dur, l'obligeant à abandonner son rêve de LNH et à chercher une nouvelle voie où la taille n'avait pas d'importance. Cette voie est apparue dans un endroit surprenant. Il avait appris à jouer de la guitare et jouait dans des groupes de garage. Mais au lycée, il a découvert le cours de théâtre. 1976. À l'âge de 15 ans, un professeur a remarqué son sens comique naturel et l'a encouragé à auditionner pour une nouvelle sitcom sur la Société Radio-Canada. L'émission Leo and Me avait besoin d'un petit acteur pour jouer un garçon de 10 ans. Junk 2. La chose même qui a mis fin à son rêve de hockey, sa taille, est soudainement devenue un avantage. Il a décroché le rôle et, avec lui, son premier chèque professionnel. À seulement 15 ans, Michael est entré dans cette audition sans savoir que cela allait changer sa vie. Les producteurs ont été surpris qu'un adolescent avec presque aucune expérience professionnelle puisse gérer le rôle, mais son apparence juvénile et ses capacités naturelles les ont convaincus. Leo and Me a été diffusé pendant 2 saisons et Michael a joué Jamie, le jeune frère de la famille. C'était un travail modeste. Mais pour un adolescent, à la fin des années 1970, cela signifiait l'indépendance et le début d'une véritable carrière. Le succès de Leo and Me a rapidement ouvert des portes. Entre 1978 et 1969, Michael est devenu l'un des jeunes acteurs les plus reconnaissables du Canada. Il est apparu dans des téléfilms tels que Letters from Frank, où il jouait un adolescent troublé aux prises avec l'alcoolisme de son père. Les directeurs de casting ont commencé à le demander par son nom, ce qui est rare pour quelqu'un d'aussi jeune. Il gagnait environ 1 500 $ par épisode, ce qui 1969 équivaudrait à environ 6 000 $ aujourd'hui.
À 17 ans, il était présenté dans des magazines canadiens comme une étoile montante, un niveau de reconnaissance qui prenait généralement des années à atteindre. 1969, il a accepté un rôle qui a changé sa façon de voir le jeu d'acteur. Il a rejoint la production théâtrale de The Shadow Box au Phoenix Theatre de Vancouver, jouant Mark, un jeune homme mourant d'un cancer. La pièce, qui a remporté le prix Pulitzer, traitait de thèmes lourds de mortalité. Et Michael, qui n'avait que 18 ans à l'époque, était le plus jeune de la distribution depuis près d'une décennie. La série a duré 6 semaines avec 8 spectacles par semaine, et il était payé seulement 200 $ par semaine, une forte baisse par rapport à la paie de la télévision. Mais ce qu'il a gagné était bien plus important. Les critiques l'ont félicité pour sa vulnérabilité et sa profondeur émotionnelle, des qualités qu'il n'attendait pas de quelqu'un de son âge. C'est pendant cette pièce que Michael a réalisé que jouer la comédie pouvait être plus qu'un simple travail. Il a découvert que cela pouvait être un art, quelque chose qui exigeait chaque once d'honnêteté et de courage. La même année, à seulement 18 ans, Michael a fait le choix le plus audacieux de sa jeune vie. Bien qu'il ait des offres au Canada, y compris un rôle principal dans une nouvelle émission qui aurait payé 2000 $ par épisode pour 22 épisodes, il a décidé de tout laisser derrière lui et de se rendre à Los Angeles. Il n'avait que 500 $ d'économie, aucune relation dans l'industrie et des parents qui craignaient qu'il ne gaspille une carrière stable. Son agent l'a averti qu'Hollywood n'accueillait généralement pas les inconnus, surtout pas quelqu'un de sa taille. Mais Michael était déterminé. Il a trouvé un minuscule studio à West Hollywood pour 200 $ par mois et a vécu de sandwichs à la Bologne et de céréales génériques. Il rêvait de célébrité, mais la ville lui a réservé un accueil glacial. Au début, il a réussi à obtenir quelques auditions, mais en 1980, le téléphone avait cessé de sonner. Chunk 3. Ses factures s'accumulaient jusqu'à ce qu'il doive 10 000 $ sur ses cartes de crédit. Les agents ont cessé d'appeler et son propriétaire a menacé de l'expulser. À un moment donné, il a survécu une semaine entière avec seulement 150 $, n'achetant que du pain rassis. 1981. La situation est devenue si grave qu'il a vendu son canapé sectionnel pièce par pièce juste pour payer le loyer. La première section lui a rapporté 50 $. Puis il a vendu une autre. Pendant ce temps, il a auditionné pour plus de 100 rôles et n'a décroché aucun. Le rejet constant l'a laissé déprimé et pensant à abandonner. À l'été 1980, il était complètement fauché. Un rappel que Hollywood rejetait environ 90% des nouveaux arrivants à l'époque. Pourtant, ces années l'ont endurci d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Sa première percée au cinéma est venue avec Midnight Madness, qui est sorti le 8 février 1980. Il a joué Scott Larson, un gamin de collège insupportable qui est apparu pendant moins de 5 minutes. Le travail lui a rapporté 2000 $ pour 2 semaines de travail, juste assez pour couvrir son loyer de 500 $ pendant une courte période. Le film lui-même, une comédie Disney, a coûté 4 millions de $ à produire, mais n'a rapporté que 2,9 millions de $. Pendant l'été 1969, pendant le tournage, il était tellement sous-alimenté qu'il s'est évanoui un jour après n'avoir mangé que du riz pendant des jours. Il avait battu 200 autres candidats pour le rôle, mais le rôle n'a mené à aucune nouvelle offre. Il a utilisé le chèque pour rembourser 1 500 $ de dette. Pourtant, décembre 1980, il était de nouveau fauché. Il a admis plus tard que ce rôle lui avait semblé être son point le plus bas, le qualifiant d'introduction à son fond du baril. À peu près au même moment, il a dû changer de nom. Lorsqu'il a rejoint la Screen Actors Guild 1969, il a découvert qu'un autre acteur nommé Michael Fox avait déjà revendiqué le nom. Le 15 novembre 1969, il a choisi la lettre G, inspiré par l'acteur Michael J. Pard de Bonnie et Clyde. Il a évité d'utiliser son véritable deuxième prénom A, craignant des gros titres qui plaisanteraient Michael A. Fox. Il a même pensé à utiliser Michael J. Fox, mais l'a simplifié Michael J. Fox.
Le changement officiel lui a coûté 100 $ de frais, une somme qu'il avait à peine. Il a signé les papiers le 1er décembre 1969 et le nom est apparu pour la première fois dans les crédits de Midnight Madness. Des années plus tard, il a déclaré qu'il avait évité Michael Andrew Fox parce que cela sonnait trop formel et prétentieux. Chunk 4. Ce qu'il ne savait pas alors, c'est que ce choix rapide deviendrait l'un des noms les plus célèbres d'Hollywood. L'appel qui a changé sa vie est venu le 20 août 1982. À l'époque, il avait 21 ans, était endetté de 30 000 $ et sur le point d'être expulsé. Il avait même commencé à vendre ses derniers biens pour survivre. La facture de téléphone était retard de 2 mois et il a failli manquer l'appel lorsque l'agent Bob Stuhlenberg lui a dit qu'il avait décroché le rôle d'Alex P. Catton dans Sacrée Famille. Il avait d'abord auditionné, mais 1982, si nerveux qu'il a failli tout gâcher. Un rappel le 15 juin a tout changé et il a battu 500 autres acteurs, dont Matthew Broderick. Le rôle payait 5 000 $ par épisode, ce qui lui a rapporté 100 000 $ pour la première saison et l'a sauvé de l'effondrement total. L'émission a été diffusée pour la première fois le 22 septembre 1982 et 1983. Elle attirait 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. Il a admis plus tard dans une interview 1990 qu'il avait pleuré de soulagement ce jour-là, convaincu qu'il était à quelques jours d'abandonner et de retourner au Canada. La sitcom a duré jusque 1939, lui a valu 3 prix. Émis d'affilée de 1986 à 1988 et est devenu le tremplin qui a mené à Retour vers le futur, 1945, qui a rapporté 341 millions de $ dans le monde entier. Cet appel fait vers 15 heures a tout changé. Son personnage, Alex P. Catton, n'était pas censé être la star de Sacrée Famille. L'émission avait été présentée comme une histoire sur des parents ex-hippies libéraux et leurs enfants. Mais après seulement 4 épisodes, le public était fasciné par l'adolescent républicain conservateur avec une mallette, et seuls les scénaristes ont orienté l'émission vers lui. Le dirigeant de NBC, Brandon Tartikoff, a même soutenu au début que Fox devait être remplacé, disant qu'il était trop petit et pas le genre de visage qui apparaîtrait un jour sur une boîte à lunch. Fox a plus tard fait fabriquer une boîte à lunch personnalisée qui disait à Brandon « C'est pour que tu y mettes ton corbeau ». Au moment où l'émission s'est terminée, le 14 mai 1939, Fox était devenu l'une des stars de télévision les plus aimées d'Amérique. Les prix ont suivi rapidement. Fox a remporté 3 Emmy consécutifs de 1986 à 1998, un exploit rare à un si jeune âge. Il a ajouté un Golden Globe 1939 pour le meilleur acteur dans une comédie, la même année que la fin de Sacrée Famille. L'émission elle-même a remporté 24 prix et 43 nominations au cours de ses 7 années de diffusion. Fox était encore à vingtaine lorsqu'il a atteint ce niveau de reconnaissance, devenant l'une des stars les plus jeunes et les plus brillantes de la télévision. Le timing de son personnage correspondait parfaitement aux années 1980. Alex P. Catton est venu symboliser l'Amérique de l'ère Reagan avec son obsession pour l'économie, Wall Street et les costumes 3 pièces. Situé à Columbus, dans l'Ohio, pendant la présidence de Ronald Reagan, l'émission a capturé le choc entre les parents baby boomers et leurs enfants conservateurs ambitieux. Le personnage de Fox est devenu un tel symbole de la décennie que les commentateurs utilisaient encore. Que ferait Alex P. Chunk, 5, Catton dans les débats politiques des années plus tard? Novembre 1984, le premier acteur choisi pour incarner Marty McFly était Eric Stoltz. Il avait récemment été salué pour son rôle dans Masque et semblait être un choix judicieux. Mais après plus d'1 mois de tournage, le réalisateur Robert Zemeckis a réalisé que quelque chose n'allait pas. Stoltz prenait le rôle dans une direction plus sombre et plus sérieuse qui ne correspondait pas à l'énergie ludique qu'il souhaitait. Le 10 janvier 1955, Zemeckis lui-même a annoncé la difficile nouvelle.
Stoltz a été remplacé par Michael J. Fox, bien qu'il ait toujours reçu son salaire complet. Le studio avait déjà dépensé une fortune tournage. Fait, un seul bref plan de Stoltz et au resté dans le film final, le moment où Marty frappe Biff 1955. Zemeckis a admis plus tard que renvoyer Stoltz avait été le moment le plus difficile de sa carrière, même s'il pensait que Stoltz était un acteur brillant. La décision a soumis Fox à un emploi du temps épuisant que peu de gens à Hollywood pouvaient supporter. De la mi-janvier à la mi-mars 1945, il a passé ses journées à tourner Sacrée Famille chez Paramount, de 10 heures du matin à 18 heures, puis s'est précipité sur le plateau de Retour vers le futur chez Universal, travaillant de 18h30 le soir à 2h30 du matin. Les vendredis étaient encore plus pénibles. Il répétait Sacrée Famille de midi à 17 heures. Effectuait 2 enregistrements directs pour le public du studio, puis recommençait à tourner à 22 heures, travaillant souvent jusqu'au lever du soleil. L'équipe devait parfois porter physiquement l'acteur de 24 ans jusqu'à son lit. Il était tellement privé de sommeil qu'il a un jour cherché un caméscope sur le plateau de Sacrée Famille pour se rendre compte qu'il s'agissait fait d'un accessoire du film. Cette routine a duré 2 mois complets, jusqu'à ce que Sacrée Famille se termine avril 1945. Quelques années plus tard, pendant le tournage de Retour vers le futur 3, Fox a eu une rencontre terrifiante avec la mort. Pendant une scène de pendaison sur le gibet, il s'est d'abord tenu sur une boîte de sécurité cachée de la caméra. Le problème était que l'effet ne semblait pas réel. Déterminé à rendre la scène convaincante, Fox a insisté pour l'essayer sans la boîte, utilisant sa main pour empêcher la corde de se resserrer. Au 3e essai, il a mal calculé et la corde a coupé la circulation sanguine vers son cerveau. Il a perdu connaissance et s'est balancé sans pouvoir rien faire pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que Robert Zemeckis réalise ce qui se passait et ordonne qu'on le coupe. Fox a dit plus tard que l'action rapide du réalisateur lui avait sauvé la vie. Sans cela, il aurait pu subir des lésions cérébrales permanentes ou pire. Malgré les difficultés, la trilogie est devenue l'une des franchises les plus appréciées de l'histoire du cinéma. Le film original, sorti 1945, a rapporté près de 400 millions de dollars dans le monde entier, avec un budget de seulement 19 millions de dollars. 2007, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis l'a choisi pour être conservé dans le National Film Registry, le qualifiant de culturellement et historiquement important. Fox n'a pas seulement joué Marty McFly. Chunk, 6. Il a également incarné le fils de Marty et même son ancêtre Seamus, montrant ainsi son étendue. Les phrases « la DeLorean » et même le nombre 1 à 21 gigawatts sont devenus partie intégrante de la culture quotidienne. Fox a comparé l'intemporalité du film au Magicien d'Oz, soulignant que les enfants n'ont jamais pensé qu'il s'agissait d'un vieux film. Même des décennies plus tard, la trilogie continue d'inspirer de nouveaux fans avec des réunions et des événements caritatifs qui maintiennent l'esprit vivant. Le succès du film a propulsé Fox au rang de star instantanée. 1 mois plus tard, Teen Wolf est sorti, transformant l'été 1945 le moment déterminant de sa carrière. D'autres succès ont suivi, notamment Le secret de mon succès, Light of Day, Outrage et Dr. Hollywood. 1991, il a même animé Saturday Night Live. À la fin des années 80 et au début des années 90, il est devenu l'un des acteurs les plus demandés d'Hollywood. Son succès s'est poursuivi avec la sitcom Spin City, qui a été diffusée de 1996 à 2001 et lui a valu 3 Golden Globe Awards. La trilogie lui avait donné les bases d'une carrière qui ferait de lui un nom familier dans le monde entier. La capacité de Fox à passer de la comédie légère au drame sérieux a choqué les critiques et le public. 1989, il a joué aux côtés de Sean Penn dans Outrage, un drame poignant sur la guerre du Vietnam, basé sur une histoire vraie de 1966.
Fox a joué le rôle du soldat Erickson, un soldat qui regarde son escouade enlever et agresser une femme vietnamienne. Sa performance était si puissante que Roger Ebert l'a qualifié de son meilleur travail dramatique. L'année précédente, il avait joué dans Bright Lights Big City, le rôle d'un vérificateur de faits sombrants dans la dépendance à la cocaïne, livrant un monologue ivre qu'Hébert a décrit comme le meilleur travail de sa carrière. Ces rôles ont montré qu'il était bien plus qu'une idole pour adolescents et qu'il était capable de gérer des sujets complexes et profonds. Sa carrière s'est encore élargie lorsqu'il s'est tourné vers le doublage. 1993, il a prêté sa voix à Chance, le bulldog dans Homeward Bound de Disney, L'incroyable voyage. Le film a été un énorme succès et le travail vocal animé de Fox a conquis le public. Ce succès a conduit à son rôle de Stuart Little, 1999, qui a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde entier. Le doublage est devenu particulièrement important plus tard, car il lui a permis de continuer à travailler pendant que sa santé déclinait. Il a également prêté sa voix à des personnages dans Atlantis, l'Empire perdu 2001, prouvant une fois de plus sa polyvalence. À ce stade, Fox était devenu un véritable roi du box-office. Le secret de mon succès a rapporté 110 millions de dollars, tandis que Dr. Hollywood a rapporté 54,8 millions. Même Teen Wolf, sorti à peu près au même moment que Retour vers le futur, a rapporté 80 millions de dollars dans le monde entier. Au total, ces films ont rapporté un incroyable 1,32 milliard de dollars, le plaçant au 140e rang parmi tous les acteurs à l'époque. Entre 1945 et 1991, il a joué dans 10 longs métrages, tout terminant 7 saisons de Sacrée Famille, une charge de travail que peu pouvaient égaler. Mais derrière le succès, la santé de Fox s'est discrètement détériorée. Junk 7, 1941. Pendant le tournage de Dr. Hollywood, Michael J. Fox a remarqué une contraction dans son petit doigt gauche. À seulement 29 ans, un neurologue lui a dit qu'il souffrait de la maladie de Parkinson à un stade précoce. Le diagnostic l'a complètement secoué. 6 mois, le tremblement s'est propagé de son petit doigt à toute sa main. Il a admis plus tard que pendant ses premières années, il avait fortement consommé de l'alcool. Il sait se qualifier d'alcoolique certain, buvant pour échapper à la peur de ce qui arrivait à son corps. Parfois, il passait des heures dans la baignoire avec la tête sous l'eau, sentant qu'il devait souffrir et tomber aussi bas que possible avant d'affronter la vérité. À l'extérieur, il a continué à briller tant que star énergique d'Hollywood. Entre 1991 et 1998, il est devenu habile à cacher son état aux caméras et à ses collègues. Il chronométrait soigneusement ses médicaments contre la dopamine, avalant des pilules comme des Smarties d'Halloween, afin d'avoir l'air stable pendant les scènes. Sur le plateau, il tenait souvent des tasses à café ou des porte-documents pour dissimuler ses mains tremblantes. Il s'appuyait contre des bureaux et des murs pour s'ancrer, forçant son corps dans des positions qui semblaient naturelles, mais lui causaient une douleur constante. Personne ne se doutait de ses vilaines difficultés. 1 an après son diagnostic 1992, Fox a atteint un point de rupture. La combinaison de l'alcool, de la dépression et de l'aggravation des symptômes l'a amené à ce qu'il a décrit comme le fond du baril. Avec le soutien de sa femme, Tracy Pollan, et de leurs jeunes enfants, il a pris la décision qui a changé sa vie d'arrêter de boire. Il est resté sobre pendant plus de 30 ans. Il a admis que les premiers jours de sobriété ont été brutaux, car sans alcool, il ne pouvait plus se cacher de ses peurs. Pollan l'a soutenu et l'a poussé à affronter la réalité. Et ce choix a marqué le début de son cheminement vers l'acceptation. Au cours des années qui ont suivi, Fox a commencé à modifier sa carrière sans révéler pourquoi. Après avoir terminé des films comme Dr. Hollywood 1951 et Fantôme contre Fantôme 1996, il s'est tourné vers la télévision. 1996, il a accepté le rôle principal dans Spin City sur ABC.
Mais avant de signer, il a parlé de son diagnostic au président du réseau Robert Iger et au directeur de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. Il a expliqué que cela pourrait empirer ou peut-être pas. Ils lui ont dit de continuer quand même. Il a choisi la télévision parce que cela lui permettait de rester au même endroit au lieu de voyager pour des tournages de films. Au cours de la deuxième saison, ses symptômes avaient tellement progressé qu'il savait qu'il ne pourrait pas garder le secret beaucoup plus longtemps. Le 7 décembre 1998, Fox est apparu sur la couverture du magazine People et a révélé au monde qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Chunk, 8. Il l'avait caché pendant 7 ans. Les paparazzis avaient commencé à prendre des photos montrant ses symptômes, ce qui l'a forcé à faire l'annonce. À 37 ans, il était nerveux mais aussi soulagé. Son médecin lui a dit qu'il ne pourrait peut-être rester fonctionnel que pendant encore 10 ans. L'article écrit par Todd Gold a partagé son histoire d'une manière qui a également sensibilisé à la recherche sur la maladie de Parkinson. La réponse a été immédiate. Les fans, les célébrités et les inconnus l'ont inondé de messages de soutien. Au lieu de nuire à sa carrière, la nouvelle l'a rapproché des gens et a brisé la stigmatisation de la maladie. Spin City est devenu un énorme succès. L'émission a duré 6 saisons et a valu à Fox un prix Emmy 2000, 3 Golden Globe Awards, 1998, 1999 et 2000, et 2 Screen Actors Guild Awards, 1999 et 2000. Il a été producteur exécutif et a continué à jouer, même si ses symptômes s'aggravaient. Au cours de la deuxième saison, il a révélé son état à ses camarades de distribution après avoir subi une chirurgie cérébrale de 4 heures pour gérer les symptômes. Le public l'a adopté et l'émission a prospéré malgré ses problèmes de santé. Janvier 2000, la pression physique s'est devenue trop forte. Fox a expliqué qu'il sentait son visage se durcir et ses mouvements devenir raides. Les téléspectateurs pouvaient le voir s'accrocher à des bureaux ou à des murs dans les épisodes ultérieurs. Le 19 janvier 2000, il a annoncé qu'il quittait Spin City. Ses co-stars étaient dévastés. Barry Bostwick a pleuré lors d'interviews, lui souhaitant bonne chance dans sa lutte contre la maladie. Charlie Sheen a été engagé pour le remplacer pour les 2 dernières saisons. Fox a fait 3 dernières apparitions pour donner une fin aux fans. Lorsque Michael J. Fox a lancé la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research de Mazen, il n'avait que 39 ans. Il vivait déjà secrètement avec la maladie depuis 9 ans après avoir été diagnostiqué en 1991 à l'âge de 29 ans. Ce qui a commencé comme la mission d'un seul homme s'est rapidement transformé une puissance qui a remodelé la façon dont la recherche sur la maladie de Parkinson était menée dans le monde entier. 2006, The Guardian l'a qualifié de plus grand bailleur de fonds privé de la recherche sur la maladie de Parkinson. Contrairement à la plupart des groupes de recherche médicale, la Fondation a gardé un contrôle étroit sur ses projets, donnant de l'argent directement aux scientifiques qu'elle croyait avoir les meilleures chances de trouver un remède. Le New York Times l'a même décrit comme la voie la plus crédible sur la recherche sur la maladie de Parkinson dans le monde. Chunk 9. 2022, la Fondation finançait plus de recherches sur la maladie de Parkinson que l'ensemble du gouvernement des États-Unis. Un exploit que peu auraient cru possible au début. L'ampleur de sa collecte de fonds a été remarquable. 2023, la Fondation avait amassé plus de 2 milliards de dollars pour des projets sur la maladie de Parkinson, ce qui fait le plus grand organisme sans but lucratif au monde soutenant la recherche sur la maladie. Rien que 2024, les événements communautaires de collecte de fonds ont atteint un montant record de 53 millions de dollars une seule année. Cet été-là, 4 hommes, dont un atteint de la maladie de Parkinson, ont parcouru 800 km de la Californie à Hawaï 41 jours dans le cadre du défi de l'équipe Human Powered Potential. Leur effort a inspiré des dons qui se sont élevés à 41 millions de dollars. Renforcé par un donateur anonyme qui a accepté de tripler chaque contribution. Même de petites campagnes ont produit d'énormes résultats.
2016, une tombola Nike a rapporté 6,75 millions de dollars grâce à seulement 2 enchères à Hong Kong et à Londres. 2023, les revenus de la fondation s'élevaient à 316 millions de dollars, dont 33 millions provenant de dons privés. Ce niveau de soutien privé pour une seule maladie est quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. 2023, la Fondation a contribué à ce que beaucoup ont appelé la plus grande percée dans la maladie de Parkinson depuis la découverte de la levodopa 1967. Grâce à l'initiative sur les marqueurs de la progression de la maladie de Parkinson, un projet qu'elle a lancé 2010, des chercheurs ont découvert un moyen de détecter la maladie avec une précision de 93%. Le test, connu sous le nom de test d'amplification de l'ensemencement alpha-eucléine, identifie les protéines alpha-eucléines anormales dans le liquide céphalorachidien. Ces protéines, souvent appelées protéines de la maladie de Parkinson, pourraient être trouvées non seulement chez les personnes déjà diagnostiquées, mais aussi chez celles à haut risque qui n'ont pas encore présenté de symptômes. Les résultats publiés dans The Lancet Neurology, avril 2023, ont immédiatement changé la façon dont les essais cliniques étaient menés, les rendant plus rapides, moins chers et plus efficaces. Septembre 2024, la FDA a publié une lettre de soutien approuvant le biomarqueur pour la recherche et les essais cliniques. Cette découverte est le fruit de décennies d'efforts, de millions de dollars de financement et de milliers de bénévoles prêts à se présenter pour l'étude. Même si ses symptômes s'aggravaient, Fox est retourné au jeu d'acteur 2000, se concentrant sur des rôles où il pouvait intégrer ses symptômes de Parkinson dans les personnages qu'il incarnait. Le choix a porté ses fruits. Il a remporté son 5e prix, Emmy, pour sa performance dans le rôle de Dwight dans l'émission Rescue Me, et a obtenu 6 autres nominations pour son rôle de Lewis Canning dans The Good Wife. Il est également apparu dans Curb Your Enthusiasm, Scrubs et Boston Legal. 2009, il a produit et animé une émission spéciale d'ABC intitulée Adventures of an Incurable Optimist, qui l'a emmené à travers les États-Unis, l'Inde et le Bhoutan, et lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Son dernier rôle important d'acteur est venu dans The Good Fight 2020 avant qu'il n'annonce sa retraite. Après 5 ans d'absence de la télévision, Fox devrait revenir 2025 avec une apparition dans l'émission Shrinking d'Apple TV+. Des retrouvailles avec le co-créateur de Spin City, Bill Lawrence. Fox s'est également bâti une remarquable carrière littéraire. Son premier livre, Lucky Man, est devenu un best-seller numéro 1 du New York Times et a fait de lui l'une des voix les plus respectées dans l'écriture de mémoire. Il l'a suivi avec 3 autres best-sellers, Always Looking Up, A Funny Thing Happened on the Way to the Future et No Time Like the Future. 3 de ses livres audio ont obtenu des nominations aux Grammy Awards, Always Looking Up remportant le prix du meilleur album parlé 2010. Chunk. 10. Ses livres racontent le moment, compte l'histoire de la façon dont il a fait face à sa maladie tout s'accrochant à son optimisme. Bien que ses mémoires, les plus récents, soient plus candides sur les difficultés qui l'avaient presque poussé à renoncer complètement à cette perspective. Il a décrit non seulement la lutte contre la maladie de Parkinson, mais aussi les opérations, les chutes et le défi quotidien de simplement aller de l'avant. Le 4 janvier 2025, Fox a reçu la médaille présidentielle de la liberté du président Joe Biden à la Maison-Blanche. Il était l'une des 19 personnes seulement à recevoir cet honneur cette année-là, rejoignant un groupe d'élite de dirigeants, de militants et de lauréats du prix Nobel. La Maison-Blanche a salué sa résilience et son optimisme et l'a qualifié de défenseur intrépide des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. À ce moment-là, sa fondation avait déjà amassé plus de 1,65 milliard de dollars depuis sa création. Dans son discours, Fox a déclaré qu'il était reconnaissant de partager cette reconnaissance avec les patients, les familles et les chercheurs qui travaillaient ensemble pour mettre fin à la maladie de Parkinson. La cérémonie a également été suivie par Denzel Washington, Bono,
et Anna Wintour, entre autres. Plus tard cette année-là, Fox a de nouveau surpris le monde revenant au jeu d'acteur après 5 ans. Mais 2025, il a rejoint le casting de Shrinking pour la saison 3, marquant son premier rôle à la télévision depuis The Good Fight 2020. Le rôle avait une signification personnelle, puisque l'émission avait déjà introduit un personnage atteint de la maladie de Parkinson joué par Harrison Ford. Sur le plateau, l'équipe de tournage a pris toutes les précautions pour le soutenir, connaissant les défis auxquels il était confronté matière de mouvement et de parole. Pour Fox, la décision était plus qu'un simple jeu d'acteur. C'était la preuve que la maladie de Parkinson ne déciderait pas de ses limites. Octobre 2025, Fox sortira son 5e livre, Future Boy. Retour vers le futur et mon voyage à travers le continuum espace-temps. Programmé pour le 40e anniversaire de Retour vers le futur, il se concentre sur la seule année de 1945 où il a joué le rôle de Marty McFly la nuit tout filmant Sacrée Famille pendant la journée. Il a décrit cette période comme une période où le temps est devenu voyou et m'a emmené avec lui. Les mémoires comprennent de nouvelles entrevues avec des membres de la distribution et offrent des histoires qui n'ont jamais été racontées auparavant. Écrit avec Nell Forenberry, qui siège également au conseil d'administration de sa fondation, Fox l'a décrit comme moins des mémoires et plus une réflexion sur l'identité et le but. Aujourd'hui, à 64 ans, Fox est devenu ouvert sur les défis de vivre avec la maladie de Parkinson depuis plus de 3 décennies. Il a admis récemment que cela devenait plus difficile chaque jour. Pourtant, il n'a pas perdu son humour. Lorsque sa femme, Tracy Pollan, a partagé un message d'anniversaire sur Instagram, Fox a répondu qu'il ne vieillissait pas, mais qu'il était seulement plus reconnaissant. Il a parlé candidement des chutes fréquentes et de la perte de mobilité, alors que son ami proche Ryan Reynolds l'a décrit comme quelqu'un qui tombe parce qu'il n'a pas peur de voler. Malgré ses problèmes de santé, Fox reste au centre de recherches révolutionnaires, notamment un projet de 100 millions de dollars axé sur l'identification de marqueurs biologiques de la maladie de Parkinson.